Vous regardez Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On est en direct sur la chaîne Bismart à partir de 11h le matin. Dans cette deuxième partie de Smart Tech, on va aller découvrir un nouveau matériau, un métamatériau, matériau artificiel qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de robots. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. On va parler game business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, tiens, déjà, je vais rappeler la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez consacré votre chronique à l'analyse de l'acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard. Et donc, cette semaine, vous voulez réagir au rachat du studio de développement de jeux Bungie par Sony. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère, Guillaume? Écoutez, je vous laisse le soin de nous dire qui est le berger et qui est la bergère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable phénomène de mouton en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo, parce que tous les studios de jeux sont scrutés par l'ensemble des acteurs, les distributeurs, évidemment, vous avez fait référence à Microsoft et à Sony, mais aussi tous les autres éditeurs qui veulent se racheter entre eux, soit pour être plus gros, soit pour aller sur un segment de jeu qu'ils n'adressent pas déjà. Par exemple, ce qu'a fait récemment Electronic Arts ou Take-Two, qui sont des champions incontestés du jeu AAA, qui sont allés racheter des studios dans le domaine du mobile. Alors, donc ça veut dire qu'on a une concentration des studios. Est-ce que vous voyez ça comme une façon de mieux résister ou de mieux négocier face à l'appétit des distributeurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça attire l'attention des distributeurs. Microsoft, typiquement, propose des systèmes all-inclusive, illimités, pour lesquels vous pouvez, contre 10 € jouer à des centaines de jeux. Bon. Un peu comme Netflix, vous payez un abonnement et vous pouvez regarder des centaines de films. Mais en fait, Microsoft se dit, Netflix, ils vendent 200 millions d'abonnements. Dans le jeu vidéo, je peux faire bien mieux que ça. Donc, il y a des enjeux quand même qui sont assez énormes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les éditeurs, ils veulent pas laisser Microsoft caracoler en tête dans ce type de service-là. Et ils vont pas dans le Xbox Game Pass, qui d'ailleurs est principalement composé de jeux Microsoft. On ne voit pas des Ubisoft, des Electronic Arts en tout cas en masse. Et leurs grands jeux ne sont pas dans le Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, Ubisoft et Electronic Arts proposent aussi leur service d'abonnement où vous pouvez pour 15 € par mois chez Ubisoft Plus ou pour 15 ou 17 € par mois chez Electronic Arts Play Pro, jouer à l'ensemble des catalogues de chacun des éditeurs. Et dans le mobile... Donc ça c'est plutôt dans la console. Dans le mobile, c'est exactement pareil. Les éditeurs, ils n'ont pas envie non plus d'aller dans les offres tout inclus, ni d'Apple, avec l'Apple Arcade, ni dans le Google Play Pass, par exemple. Et pourquoi? Parce que Apple et Google ne sont pas des éditeurs, eux. Certes, alors ils ont quelques studios d'édition, mais effectivement, ils sont pas d'éditeurs. Mais ils sont pas éditeurs. Mais les éditeurs boudent, entre guillemets, ce type de service, d'abord parce qu'ils veulent garder le contrôle avec le client. Et que quand ils jouent à un jeu qu'ils aiment bien, ils ont envie de les amener vers d'autres jeux qui leur appartiennent. Ça, c'est un. Deux, je ne cesse de le répéter, l'Internet, c'est la désintermédiation totale. Donc, à moins qu'il y ait un acteur qui vous apporte énormément de valeur, vous ne passez pas par lui. Donc, et en l'occurrence, un Apple et un Google, aussi géants soient-ils, n'ont pas un nombre suffisant d'abonnés à leur service de jeu pour apporter un service presque vital pour les éditeurs. Donc les éditeurs, ils vont pas trop. Enfin, Apple et Google, dans leur service d'abonnement, ils ont des business models qui sont complètement alambiqués, dont les règles changent très souvent, qui sont absolument pas claires, qui d'ailleurs dépendent même des éditeurs, voire de l'importance de leur jeu. Et plus précisément, c'est-à-dire ? Écoutez, Apple et Google peuvent proposer un peu tous les business models à chacun des éditeurs. D'abord, ils peuvent leur proposer un montant forfaitaire pour être présent dans leur service, donc qui est indépendant du nombre de joueurs et indépendant du nombre de parties jouées. À d'autres éditeurs, ils peuvent leur proposer un business model qui est basé sur le temps passé des joueurs sur leur propre jeu, donc rapporté au temps total passé par l'ensemble des joueurs. Donc vous voyez que si vous êtes un petit jeu et qu'il n'y a pas beaucoup de temps passé, vous récoltez des clopinettes de ce type de business model. Enfin, Apple et Google peuvent proposer aux éditeurs un business model qui est relatif au nombre de sessions. Donc typiquement, plus les joueurs lancent votre jeu, plus vous êtes rémunéré. Donc ça pénalise tous les jeux qui sont longs, donc que vous lancez une fois mais auxquels vous jouez très longtemps, et tous les jeux qui ont peu de visibilité. Bref,
des business models qui sont très alambiqués, qui dépendent un peu d'énormément de paramètres et qui sont absolument pas lisibles pour les éditeurs. En plus, il se dit que 80% des revenus qui sont reversés aux éditeurs par ces géants sont reversés à moins de 10% des jeux. Donc vous voyez, c'est pas du tout si évident que ça pour un éditeur d'intégrer ce type de service. Ouais. En fait, on est exactement comme des services de streaming comme dans la musique, comme Spotify, où seuls les gros artistes sont rémunérés et les petits, pas du tout. Ouais, on comprend que ça puisse refroidir. Ouais. C'est clair. Alors, pour se lancer dans cette course, entre guillemets, aux abonnés, les gros distributeurs vont essayer d'attirer évidemment des grands jeux pour attirer la masse, mais aussi énormément de petits jeux pour communiquer sur le fait que leur service a un grand nombre de jeux, au moins pour que chacun puisse y trouver ce qu'il pourrait venir y chercher et une certaine diversité, si vous voulez, dans le service. Mais en fait, on revient à ce qu'on voulait démontrer au départ. Les éditeurs se regroupent donc pour mieux négocier face à ces distributeurs. Enfin, ça, c'était ce qui y avait jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, les distributeurs avaient une stratégie de négociation avec les éditeurs pour essayer de les convaincre de rejoindre leur service. Aujourd'hui, les distributeurs, ils ont plutôt une stratégie d'acquisition. Donc, on l'a vu avec Microsoft et cette semaine, on le voit avec Sony. Mais on n'a pas encore vu Sony proposer un service d'abonnement comme le fait Microsoft. Non, parce que la stratégie de Sony, effectivement, est une stratégie qui est différente. Sony va convaincre les éditeurs de les accueillir au sein de son PlayStation Store en exclusivité. Et en échange de quoi, ils leur proposent une visibilité et donc leur promettent des ventes, ce qui est très bien sur Sony. Ça a été la stratégie de Sony pendant des années et des années. Ils ont un service qui s'appelle le PlayStation Now, qui est plutôt un service de cloud gaming, dans lequel, effectivement, pour un abonnement, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de jeux, mais c'est plutôt des jeux pas forcément très récents, donc qui ne ressemblent pas forcément à ce que propose Microsoft. Et est-ce qu'on pourrait avoir des jeux Bungie devenir des exclusivités pour la PlayStation ? Écoutez, moi j'en doute fort, parce que je suis absolument pas sûr. Vous en doutez ? Absolument, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, Bungie, c'est qui ? C'est un studio qui a développé à la base la franchise Halo, une énorme franchise Microsoft. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Bungie appartenait à Microsoft, avant que Microsoft redonne sa liberté à Bungie. Ils ont gardé leur franchise Halo, et depuis, Bungie a développé une seule franchise qui s'appelle Destiny, dont le dernier opus est Destiny 2. Destiny, c'est quoi ? C'est un jeu FPS, une très belle franchise, mais dans un segment de jeu qui est extrêmement disputé, dont le premier s'appelle Fortnite. Oui. Et les autres acteurs, c'est Apex, c'est Overwatch, c'est Call of Duty, c'est des monstres. Donc une franchise belle, mais dans un secteur très disputé. C'est quand même, on va dire, d'un point de vue industriel, assez osé de la part de Sony. Alors, très très vite, parce que juste d'un mot presque, est-ce que c'est une bonne affaire quand même pour Sony, ce rachat de Bungie ? Écoutez, moi, si je reprends mes abacs et que je raisonne comparable, ça me fait penser au rachat de la société Respawn par Electronic Arts en fin 2017. Respawn a une seule franchise, très belle franchise, qui s'appelle Titanfall, sur un segment là aussi très disputé. Donc on est vraiment dans un schéma qui est vraiment similaire, donc qui s'est déroulé il y a 3 ans, mais dans un schéma industriel qui est très similaire. Mais Electronic Arts avait payé 700 millions de dollars. Là, Sony a payé 3,6 milliards de dollars Bungie. On a vu que c'était peut-être pas une bonne affaire industrielle. Est-ce que c'est une bonne affaire financière pour Sony ? On verra bien. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour nous faire vivre l'actualité game business. À suivre dans Smart Tech, on va parler donc d'un nouveau matériau pour robots.